Notre invité ce matin, c'est Simon Ressou, journaliste à Radio Watt FM de Ouagadougou au Burkina Faso. Monsieur Ressou, bonjour. Bonjour Tongi. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci à vous. Alors avec vous, on va analyser un peu et opiner sur la situation qui prévaut depuis la semaine écoulée au Niger. La CEDEAO qui s'est réunie en urgence à Abuja, c'était hier, pour se pencher sur le cas du Niger où les militaires ont déposé le président qui a été récemment élu. Trois choses à retenir, Simon Ressou: la condamnation et les sanctions contre les militaires à Niamey, l'ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre normal et enfin la menace de recourir s'il le faut à la force pour déloger les putschistes. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Alors, merci déjà à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Merci aussi à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Comme vous l'avez déjà si annoncé, je suis Simon Ressou, béninois, mais qui réside au Burkina, qui officie dans un média privé au Burkina Faso. Déjà 6 ans que je suis là-bas, tout se passe bien. Une bonne intégration, il y a beaucoup de béninois, donc ça se passe très bien. Alors, pour revenir à votre question, depuis la semaine dernière, on suivait de près tout ce qui se passait au Niger. C'est vrai que la CEDEAO, et d'abord l'UEMOA et la CEDEAO n'ont pas le choix. On regarde la situation qui se dessine au Niger. Lorsque vous regardez depuis un bon bout de temps, la population ou la jeunesse ouest-africaine ne pense plus positivement pour les chefs d'État au niveau de la CEDEAO, au niveau des organisations, en tout cas de la CEDEAO. Parce que beaucoup se disent que c'est un syndicat des chefs d'État. Beaucoup se disent que lorsque les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est aspiration de la population, de la jeunesse. Et aujourd'hui, donc, la jeunesse africaine applaudit les coups d'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les chefs d'État n'ont plus d'autre solution que d'affirmer leur position de chef d'État. Et la situation qui est intervenue au Niger, il y a nécessité pour les chefs d'État de se réunir. Donc ces différentes sanctions ou ces réunions extraordinaires qui sont tenues, je pense qu'il fallait le faire. Un ultimatum d'une semaine pour revenir à l'ordre constitutionnel. Quand on observe bien le Niger et son histoire, et vous qui connaissez un peu le nouvel homme fort là-bas depuis vendredi, quelle pourrait être l'attitude de Niamey face à ces décisions-là? Alors, comme vous l'avez annoncé, d'abord il y a eu le sommet extraordinaire de l'UEMOA, après il y a eu la CEDEAO. On a vu dans l'une des déclarations du général Tchani qui prend acte lui aussi de cette sanction ou d'une semaine d'ultimatum accordé par la CEDEAO. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au Niger même, à Niamey, c'est tout comme si rien ne se passe. Le coup d'État s'est passé et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas cette affluence, cette détermination ou une dénonciation de ce qui se passe. C'est vrai qu'aux premières heures... On avait quand même des gens aller vers la présidence. C'est vrai qu'aux premières heures, c'est vrai qu'aux premières heures, on a eu quelques dénonciations, il y a eu des marches, mais des marches qui ont été tout de suite recadrées, dispersées par l'armée. Il y a eu l'armée qui a gazé les manifestants. Mais après, l'armée a suspendu toute manifestation, que ce soit politique, organisation de la société civile. Mais ces derniers jours également, on a vu qu'il y a une forte pression, une forte manifestation de soutien à ce qui se passe à Niamey, au Niger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, que ce soit le général Tchani et tous ceux qui sont autour de lui, n'ont plus l'intention de faire machine en arrière. Reculer, hein. Ils ne vont pas reculer. Parce que que ce soit l'opposition nigérienne qui les accompagne déjà, il y a les autres corps d'armée nigériennes qui les accompagnent, qui les accompagnent déjà. Du coup, c'est vrai que la garde présidentielle nigérienne n'a pas la même mise sur tout ce qui se passe, mais déjà avoir ses soutiens au niveau du Niger fait déjà l'affaire de la garde présidentielle. Oui, mais s'ils n'ont pas l'intention de reculer, la CEDEAO aussi n'a pas l'intention, en tout cas, de laisser cette affaire passer ainsi. On a entendu dans le communiqué cette menace même de recourir à la force s'il le faut. Est-ce que vous pensez que c'est une intimidation ou c'est vraiment une disposition que les chefs d'État envisagent? Alors, c'est une intimidation. Et aujourd'hui, parce qu'ils se disent,
il y a eu le cas du Mali en 2018, il y a eu le Burkina Faso, il y a eu la Guinée. Ça fait déjà 3 coups d'État en 2 ans. 5 ans. Hein. Voilà. Après ça, on a le Niger. Alors, si les choses évoluent comme ça, on risque d'avoir à un sommet de la CEDEAO rien que des militaires qui seront assis et que des décisions qui seront prises parce que lorsque la majorité vote, les autres se plient. Donc, il faut rapidement prendre une solution. Mais ce qui se passe ici, c'est que quand on regarde toutes les sanctions qui ont été prises, le Niger, aujourd'hui, est libre. Que ce soit... Lorsque vous êtes dans une organisation internationale, on ne vous y oblige pas. Vous accédez. C'est vrai que lorsque vous accédez, vous respectez les principes. Vous respectez les principes. Vous décidez de perdre une partie de votre indépendance et tout ce qui se passe, vous pliez à cela. Mais rappelez-vous, en 2010, l'ancien président Mamadou Tandja avait brandi la carte de sortie de la CEDEAO. Tout à fait, avec son affaire de 3e mandat. Voilà, c'est vrai que ça n'a plus, il l'a pas fait, mais aujourd'hui, le général Tchani peut décider aussi de quitter la CEDEAO. Quand on regarde tout ce qu'il y a eu comme mais quand on voit un peu les conditions du Niger, de Niamey aujourd'hui, avec cette difficulté à assurer déjà l'autonomie alimentaire, avec cette difficulté déjà à faire face à l'insécurité qui évolue et qui tient pratiquement une partie du pays dans le nord, quand on voit un peu aussi cette difficulté économique à faire face justement à toutes ces charges-là, est-ce que véritablement on peut se payer ce luxe-là de faire face à la CEDEAO dans ces conditions? Alors, lorsque vous regardez les pays limitrophes du Niger, il y a le Tchad, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, le Burkina Faso et puis le Mali. Mais quand on regarde, voilà, le Bénin également. Mais quand on regarde ces pays limitrophes, le Niger partage un grand espace avec le Nigeria, 1700 km, et le Nigeria est un grand contributeur de l'économie nigérienne. C'est vrai que 1700 km c'est trop, et tout de suite quand le Nigeria ferme ses frontières, ça va impacter beaucoup directement le Nigeria. Le Niger. C'est vrai qu'au Mali, par exemple, les autorités militaires maliennes, ils ont pris le temps de pouvoir bien ficeler les choses avant d'affirmer leur notoriété, même si ça n'a pas marché du côté du Burkina Faso en tant que tel. Mais tout de suite, au Niger, ça sera très difficile. C'est vrai que ça sera très difficile. Mais les sanctions qui ont été prises, on sait que le Mali ne va pas respecter, on sait que le Burkina ne respectera pas parce que il y a même la solidarité. Voilà, donc parce qu'ils sont dans la même position que le Niger. Le fait que... Mais ils sont en position délicate, ils ne vont pas se permettre cette liberté-là. Absolument, non, parce que ça les arrange. Parce que ça les arrange. Aujourd'hui, quand vous voyez la zone des 3 frontières, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Niger. Le fait que le Niger soit en vase clos, ça ne favorisait pas le Burkina Faso et le Mali. Parce qu'il faut aller en commun accord contre l'ennemi qu'on connaît aujourd'hui. Le terrorisme. Mais parce que lorsque les 3 pays partagent les 3 frontières, les terroristes quittent le Niger. Ils viennent frapper et ils retournent. Ils ont pour base arrière le Niger. On a vu Mohamed Bazoum, toutes ces déclarations qu'il y a eu ces derniers temps, notamment son interview accordée à Jeune Afrique. Donc tout ça a dégradé le climat entre le contexte sécuritaire. Et c'est sûr que la carte pour laquelle doit opter le général Tchani, soit il peut décider de quitter la CEDEAO, soit il peut faire recours à une autre force sérieuse, notamment la Russie. Allez, il n'y a que Mahamat Déby, l'autre qui est aussi militaire, à la tête de son Tchad, le Tchad hérité de son papa. Son papa a décédé assez brutalement, qui a proposé ses bons offices pour aller discuter avec les militaires, ses frères d'armes nigériens. Quelle analyse faites-vous de cette démarche? Alors, tout de suite, c'est vrai que la CEDEAO, déjà, au sein de la CEDEAO, s'est décidé d'aller discuter. C'est de militaire à militaire. Et ce sont des généraux, ils se connaissent certainement très bien. Et quand on regarde le général Tchani, qui a travaillé avec Mahamadou Issoufou, donc il a fait au moins une dizaine d'années à la garde présidentielle. Lorsque le président sort, donc ils ont eu certainement à côtoyer, se sont côtoyés, pardon. Mais aujourd'hui, Idriss Déby, pardon, pour lui, il veut s'affirmer.
il veut aussi montrer qu'il a de la force au sein de cet espace-là, parce que c'est un militaire, mais un militaire avec une casquette mi-militaire, mi-civile. Et il faut qu'il arrive à affirmer aussi voilà, sa capacité de négociation. Une façon de redorer un peu son blason, de se repositionner un peu dans la sous-région. Parce que même au sein du Tchad, l'opinion est toujours partagée sur voilà, son autorité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi bénéficier du soutien de l'espace international. Le Niger a intérêt à collaborer surtout avec le Tchad pour ne pas l'avoir au dos, non? Absolument, absolument. Parce que lorsqu'on regarde les grands pays limitrophes du Niger, c'est le Tchad, c'est l'Algérie et le Nigeria. Et lorsque vous avez, c'est vrai que d'office, il y a le Burkina et le Niger et le Mali qui ne vont pas fermer leurs frontières. Mais lorsque vous regardez ces grands pays-là, qui sont ces pays limitrophes, il faut aller avec le Tchad. Il faut aller avec le Tchad au moins pour pouvoir bénéficier de quelques transactions. C'est vrai que ça va, la négociation, ça va perdurer, mais tout de suite, c'est déjà, on ne va pas dire que c'est plié, mais le verre à moitié vide. Alors, une dernière question, une dernière curiosité, est-ce qu'il ne faut pas véritablement prendre cette menace-là au sérieux de faire intervenir une force s'il le faut? On a vu d'abord l'engagement de Bola Tinubu du Nigeria contre les coups d'État. Il a affirmé dès qu'il a été élu à la tête de l'organisation. Et puis quand on se réfère un peu à l'histoire, Yaya Jammeh a dû se plier à cette menace-là. Entre-temps, il a quitté donc sa Gambie natale. On se rappelle aussi de Charles Taylor qui a été récupéré par l'armée nigériane. On doit se dire que c'est une menace à prendre très au sérieux. Ah là, c'est une menace à prendre très au sérieux. Vous avez notifié ces deux exemples-là, notamment Yaya Jammeh qui a dû rapidement calmer les choses. Et il y a la Guinée équatoriale qui a proposé voilà, son hospitalité. Il est parti, ce qui a favorisé la présence d'Adama Barrow. Aujourd'hui, je pense que c'est une menace à prendre au sérieux. Parce que ce qui se passe, si ça échoue, la CEDEAO, l'UEMOA, définitivement ils vont perdre leur crédibilité. Et les chefs d'État aujourd'hui, vous avez vu, lorsqu'ils tiennent leur session, ils réaffirment la présidence de Bazoum. Parce que pour eux, il n'y a pas aucune situation ne peut permettre, il n'y a pas encore de coup d'État. Et c'est Bazoum qui est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On sera en train de regarder, de suivre l'actualité au niveau du Niger. Est-ce que Tchani va laisser le pouvoir? Mais ce qu'il faut, ce n'est pas une digression, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la situation au Niger interpelle. Comment? En quelque sens. Lorsque vous regardez ce qui se passe, on se dit tout de suite que ce n'est pas le général Tchani qui tient les ficelles. Ah oui, et qui pourrait tenir les ficelles à votre avis? Lorsque vous regardez ce qui se passe au Niger, tout de suite on se demande qu'est-ce qui peut motiver le coup d'État. Ils ont avancé les raisons. Question de sécurité, difficulté à faire face justement au terrorisme, la corruption, disent-ils. La corruption, il n'y a pas ce pays dans le monde là où il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas ce pays dans le monde là où il n'y a pas... C'est les degrés qui diffèrent. Voilà, ce sont les degrés qui diffèrent. Maintenant, c'est vrai, l'insécurité, on peut évaluer sur cet aspect-là. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe, il y a une question d'insécurité et il y a une question de leadership, mais au sein du parti au pouvoir. Il y a une question de leadership au sein du parti. Oui, il y a une question de leadership. Il faut aussi analyser. C'est vrai, il y a... Le parcours de Bazoum est d'ailleurs contesté. Hein? Ah oui, Bazoum est d'ailleurs contesté. Et c'est le troisième coup d'État qui a réussi. À quelques jours de son investiture. Après ça, en mars dernier. Et puis maintenant, le troisième qui a réussi. Quand on prend son parti, le parti au pouvoir, le PNDS, le parti au pouvoir, lorsque vous regardez aujourd'hui, il y a un véritable conflit entre l'ancien président, Mamadou Issoufou, et le président Bazoum. Parce que l'autre, il a sa casquette de chef d'État, d'ancien chef d'État. Et l'autre, il est chef d'État, donc un chef d'État en fonction. Alors, on respecte qui? On obéit à qui? Donc, il y a cette guerre de leadership qui pose problème déjà. Voilà. Donc, il y a aussi cette question de pétrole qui a aussi beaucoup plus discuté. L'autre chose qu'il faut ajouter, pour terminer peut-être, c'est que
la France, aujourd'hui, a intérêt que tout marche bien. Et que Bazoum, peut-être, revienne au pouvoir, ou, si il n'allait pas revenir, que celui qui revienne fasse l'affaire, bien sûr. Soit un bon enfant gentil. Absolument. Et docile. Simon Rousseau, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Tu es journaliste à Radio Watt FM, c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. On vous aura de temps en temps, ce sera avec plaisir, pour apprécier, je dois dire, l'actualité de la sous-région, et si vous le voulez bien, au niveau donc du Burkina Faso, avec la question de la sécurité, qui est une priorité des autorités, qui sont militaires aussi là-bas. Merci à vous. Bonne journée, bon retour là-bas. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant aux commentaires de ce matin. On va parler donc de l'indépendance. Demain, nous célébrons donc le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est justement le sujet de réflexion de Franck Aono ce matin, qui va nous présenter donc son commentaire. En attendant, on va faire rapidement une pause.